Il y a des sommets où l'on affiche des mots qui rassurent, prévention, coopération, santé mondiale. Et puis, il y a les conversations qui se tiennent hors caméra, là où se négocient les matières premières qui font fonctionner des États. Ces derniers mois, une séquence diplomatique a intrigué beaucoup d'Africains, parce qu'elle ressemble à ces moments où l'histoire bascule sans bruit. Le président botswanais Duma Boko, présenté comme l'homme du renouveau après des décennies de continuité politique, aurait d'abord décliné une invitation très symbolique venue des États-Unis, avant de se rendre en France quelques semaines plus tard. Et dans les marges d'un rendez-vous consacré aux pandémies, ce sont surtout des enjeux d'uranium, de minerais critiques et de repositionnement stratégique français en Afrique qui semblent s'être invités à la table. C'est cette histoire et ce qu'elle révèle du nouveau grand jeu autour des ressources africaines que je vous raconte aujourd'hui avec une question simple en filigrane. Le Botswana est-il en train d'entrer par nécessité économique dans un schéma dont d'autres pays du Sahel ont tenté de s'extraire au prix de crises majeures? Je suis Alain Fotso, et ici, on essaie de regarder les faits, le contexte, et ce que les images officielles ne disent pas. Selon des informations rapportées dans la presse, en février 2026, Duma Boko aurait repoussé une proposition de visite à la Maison-Blanche en défendant une idée qui a immédiatement résonné sur le continent. Si quelqu'un veut vraiment faire affaire, il vient sur place. Le message, dans l'esprit de beaucoup, était celui d'une souveraineté assumée, d'un dirigeant qui refuse les rites de cour et les mises en scène où l'Afrique est invitée surtout pour être cadrée dans l'objectif des autres. Sauf qu'un mois et demi plus tard, ce même chef d'État se retrouve en France, à Lyon, à l'occasion d'un sommet international sur le concept One Health, centré sur la prévention des crises sanitaires et la coordination mondiale face aux risques de pandémie. Emmanuel Macron, hôte et co-organisateur, reçoit Boko, communique sur l'anniversaire des relations diplomatiques et sur une nouvelle impulsion bilatérale, comme le ferait n'importe quel président dans un agenda normal. Vu de loin, c'est une photo de plus dans le carrousel des relations internationales. Vu de près, c'est potentiellement une pièce d'un puzzle plus large, celui d'une France qui, après une série de revers politiques et militaires en Afrique francophone, redessine ses priorités, ses interlocuteurs, et surtout ses sources d'approvisionnement stratégiques. Pour comprendre pourquoi Paris regarde le Botswana avec autant d'attention, il faut d'abord comprendre ce que la France a perdu, ou ce qu'elle craint de perdre. La place du nucléaire dans le modèle énergétique français n'est pas un détail technique. Elle est au cœur de la souveraineté électrique du pays, de sa capacité à produire massivement une électricité relativement décarbonée, et de son discours de puissance industrielle. Or, cette filière a une dépendance structurelle, l'uranium. La France n'exploite plus de mines sur son territoire depuis des décennies, ce qui la rend mécaniquement tributaire des importations et des routes d'approvisionnement. Dans le même temps, Paris a relancé un cycle d'investissement dans de nouveaux réacteurs, avec des calendriers et des montants qui, s'ils se confirment, impliquent une visibilité renforcée sur les besoins futurs en combustible nucléaire. Cela crée une tension stratégique. Comment garantir un approvisionnement stable, politiquement sûr, économiquement supportable, quand le marché est concentré, que certains grands producteurs sont situés dans des zones d'influence disputées et que la question du nucléaire redevient centrale dans les politiques climatiques européennes. À cette dépendance, s'est superposée une crise géopolitique en chaîne dans le Sahel. Ces dernières années, la France a vu son dispositif militaire contesté, puis rejeté dans plusieurs pays, au terme de coups d'État, de ruptures diplomatiques et d'un basculement progressif des autorités locales vers d'autres partenaires sécuritaires. Le Niger, longtemps présenté comme une pièce maîtresse de la présence française dans la région, s'est retrouvé au centre d'une bataille de souveraineté sur l'uranium, ressource emblématique parce qu'elle relie directement le sous-sol africain aux ampoules européennes. Pour Paris, ce type de rupture n'est pas seulement une humiliation diplomatique, c'est une vulnérabilité industrielle potentielle dans un moment où la France veut à la fois maintenir son parc et le renouveler. C'est là que le Botswana entre dans le champ. Le pays a longtemps été perçu comme un îlot de stabilité institutionnelle en Afrique australe, avec une gouvernance plus prévisible que beaucoup de voisins et une économie structurée autour d'un pilier, le diamant. Sauf que, précisément, ce pilier montre des signes d'essoufflement. Les cycles de la demande mondiale ont été heurtés, la filière a été secouée par des ajustements de stock et par la concurrence croissante des diamants de laboratoire qui gagnent des parts de marché dans certaines catégories de consommation. Quand un pays dépend fortement d'une ressource d'exportation pour ses recettes publiques et ses réserves de change, une baisse prolongée de la demande ou des prix devient une crise budgétaire puis sociale.
Et plus la pression est forte, plus les gouvernements sont tentés d'accélérer la diversification en monétisant d'autres ressources, parfois dans l'urgence, parfois avant d'avoir consolidé une stratégie de négociation optimale. Dans ce contexte, l'uranium botswanais est une promesse de diversification, mais aussi un piège potentiel si les termes du futur partenariat sont fixés trop tôt ou trop déséquilibrés. Au détour d'un sommet sur la santé, des dirigeants d'Orano, précisément ceux qui pilotent la stratégie minière et le développement, auraient rencontré le président botswanais. Là encore, il ne s'agit pas de dire qu'un échange de 15 minutes décide d'un destin national, mais en diplomatie économique, la symbolique compte. On ne met pas les responsables du nerf stratégique dans une séquence de protocole si l'on n'a pas une intention claire, un calendrier et une cible. Des permis d'exploration couvrant une vaste zone au Botswana, ce qui correspond au mode opératoire classique des grandes compagnies, sécuriser d'abord un espace légal et technique, puis renforcer le lien politique, puis seulement entrer le lien. Dans l'étape où l'on parle d'infrastructure, de fiscalité, de transformation locale, de partage de valeurs et de calendrier d'exploitation. Le Botswana disposerait, selon des estimations souvent reprises, de ressources importantes en uranium, notamment autour du projet de Letlhakane, régulièrement cité depuis les années 2000 dans les discussions sur l'uranium africain, non exploité. Mais entre ressources et production, il y a un fossé. L'exploitation de l'uranium suppose des investissements lourds, une acceptabilité environnementale, des infrastructures de transport, une capacité de gestion des résidus et un cadre réglementaire solide. Cela peut prendre des années, parfois une décennie, surtout si le projet a été longtemps repoussé par le coût du capital ou par des conditions de marché défavorables. Et pourtant, c'est précisément parce que la production n'est pas immédiate que la bataille se joue maintenant. Ceux qui entrent tôt tentent de structurer l'écosystème, d'influencer la forme des futurs contrats et de s'assurer que, le jour où l'uranium sortira enfin, il sortira dans leur direction. À cela s'ajoute un deuxième niveau, encore plus explosif, les minerais dits critiques, en particulier les terres rares. Elles ne sont pas rares parce qu'elles n'existent pas, mais parce que leur extraction et leur séparation industrielle sont complexes, coûteuses et concentrées dans quelques pays. Or, les terres rares sont au cœur des technologies modernes, de la transition énergétique aux équipements militaires. Une découverte au Botswana regroupant l'ensemble des terres rares listées comme critiques par les autorités américaines, avec des minéralisations proches de la surface et d'autres métaux stratégiques. Je ne peux pas certifier ici le détail exact de ce gisement, mais le point géopolitique est indiscutable. Dès qu'un territoire est perçu comme une réserve potentielle de minerais critiques, il attire non seulement des entreprises, mais aussi des États, parce que l'enjeu dépasse la limite. Il concerne la chaîne de valeur entière. Extraction, raffinage, transformation, aimant, batterie, alliage, et donc autonomie industrielle. C'est ici que la lecture devient plus politique. Si la France a perdu de l'influence et des actifs dans certaines zones sahéliennes, elle peut chercher une forme de recomposition en se tournant vers des pays anglophones considérés comme plus stables, moins marqués par l'héritage direct de la France-Afrique, et où l'image française peut être reconstruite via l'investissement, la technologie, la formation et des partenariats gagnant-gagnant soigneusement mis en avant. On observe depuis quelques années une multiplication d'initiatives françaises dans des pays anglophones d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique de l'Est, avec des coopérations sécuritaires, des forums économiques et des signaux politiques destinés à montrer que Paris change de méthode. Le Botswana apparaît comme une nouvelle pièce de ce pivot, au même titre que d'autres capitales courtisées pour leur position géographique ou leur rôle régional. La logique, vue de Paris, est simple. Sécuriser des approvisionnements et des points d'appui là où l'espace francophone se referme. Mais une autre lecture existe, plus favorable au président botswanais. Il pourrait chercher à jouer plusieurs tableaux, à garder une marge de manœuvre et à utiliser la concurrence entre puissances pour obtenir de meilleures conditions. Refuser une visite à Washington peut être un geste de communication souverainiste, tandis qu'aller à un sommet multilatéral en France offre une couverture plus institutionnelle, moins transactionnelle et permet de parler affaires sans en avoir l'air. En parallèle, Botswana peut aussi signaler à d'autres partenaires potentiels russes, chinois, moyen-orientaux qu'il est ouvert
qu'il arbitre, qu'il ne s'aligne pas automatiquement. Sur le papier, c'est la stratégie idéale d'un pays riche en ressources dans un monde multipolaire, diversifié, comparé, exiger des transferts de compétences, négocier des parts de transformation locale, imposer des clauses sociales et environnementales et préserver la souveraineté sur le rythme d'exploitation. Sauf que la réalité économique peut réduire la liberté de choix. L'économie botswanaise serait sous pression, notamment à cause de la fragilité du secteur diamantifère, de la montée du chômage et d'un besoin pressant de recettes publiques. Quand les recettes d'exportation baissent, le gouvernement doit choisir entre couper dans la dépense, emprunter davantage ou trouver de nouvelles entrées d'argent. Et c'est précisément dans ces moments-là que les offres clés en main deviennent irrésistibles. Infrastructures contre concessions, avances financières contre garanties, promesses d'emploi contre stabilisation fiscale. Le danger, c'est le court-termisme. Signer vite pour respirer, puis découvrir plus tard que les termes verrouillent la valeur pendant des décennies. Petite pause. Parce que si vous appréciez ce décryptage et que vous voulez qu'on continue à suivre ce dossier au fil des décisions, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. C'est ce qui permet à la chaîne de grandir et à vous de ne pas rater la suite quand de nouvelles informations tomberont sur les discussions autour de l'uranium botswanais. Revenons au cœur. L'histoire du Niger sert ici de miroir parce qu'elle rappelle qu'un contrat minier n'est jamais seulement un contrat. C'est un rapport de force inscrit dans la durée, avec des conséquences sur la fiscalité, la formation, l'industrialisation locale, la transparence et parfois la stabilité politique. Beaucoup de pays africains ont vécu le même scénario. On exporte des matières brutes, on capture une fraction limitée de la valeur, on dépend de la conjoncture mondiale, et quand la population réclame une redistribution, les dirigeants se retrouvent coincés entre l'exigence sociale et la rigidité des accords. Le Botswana a une opportunité réelle. Partir plus tard, mais partir mieux, en construisant dès maintenant des institutions capables d'encadrer l'exploitation future, de renforcer la transparence des licences, de structurer un fonds souverain adapté, et surtout de négocier une trajectoire qui ne se limite pas à extraire et expédier. La question est de savoir si cette ambition peut survivre à l'urgence budgétaire et à la pression des partenaires, car la compétition autour de l'uranium et des minerais critiques ne va pas se calmer. La Russie avance ses pions via sa diplomatie nucléaire et des accords de coopération. La Chine demeure incontournable dans la transformation des terres rares et dans des segments industriels clés. Les États-Unis et l'Union européenne multiplient les initiatives pour sécuriser des chaînes d'approvisionnement. Au milieu, un pays comme le Botswana peut, s'il est prudent, transformer cette concurrence en levier. Mais il peut aussi devenir le terrain d'une bataille d'influence où l'on promet beaucoup au départ et où l'asymétrie se révèle une fois la mine lancée, les infrastructures financées et les clauses de stabilité activées. Ce qui rend la séquence lyonnaise si révélatrice, c'est l'art du camouflage diplomatique. Un sommet sur la santé, des discours consensuels et dans les coulisses, des échanges miniers de haut niveau et des dialogues d'affaires multisecteurs, énergie, eau, infrastructures, finances, numérique. On reconnaît un schéma. L'événement international fournit la scène, la relation politique fournit la confiance, et l'appareil économique vient transformer l'ouverture en pipeline de contrats. Le risque, pour les opinions publiques africaines, c'est que l'essentiel se décide hors du débat démocratique, avec des justifications techniques, alors que l'enjeu est existentiel, qui contrôlera la ressource, selon quelles règles, et avec quelle part de transformation locale. Au final, la vraie question n'est pas de savoir si Duma Boko devait aller ou non en France, ni même s'il a eu raison de décliner ou non une invitation américaine. La vraie question, c'est ce que le Botswana mettra sur la table quand les discussions passeront des sourires aux clauses. Fiscalité, participation de l'État, emploi local, sous-traitance nationale, environnement, contrôle des données géologiques, arbitrage juridique et calendrier d'exportation. Parce que c'est là que se joue la souveraineté réelle. Si la France cherche effectivement une alternative à ses difficultés sahéliennes et à ses vulnérabilités d'approvisionnement, elle aura intérêt à verrouiller tôt. Si le Botswana, lui, veut éviter de revivre un jour un débat de type « on a donné trop, pour trop peu », il devra ralentir, institutionnaliser et négocier comme si l'uranium et les terres rares étaient non seulement des ressources, mais aussi des cartes géopolitiques. Et dans un monde où l'énergie, l'armement et la transition verte se disputent les
mêmes métaux, ces cartes valent parfois plus que ce que l'on est prêt à payer au moment où l'on signe. Si vous retenez une chose, c'est celle-ci. Derrière une visite officielle parfaitement présentable, il y a peut-être l'un des dossiers les plus sensibles de l'Afrique australe pour la prochaine décennie. Et si le Botswana devient un nouvel axe minier stratégique, il devra choisir entre une diversification subie dictée par la crise du diamant ou une diversification maîtrisée, construite pour capter plus de valeur et renforcer l'État sur le long terme. L'histoire jugera moins les voyages que les contrats. Et c'est exactement pour cela que ce dossier mérite une vigilance totale, ligne par ligne, permis par permis et annonce par annonce. Je suis Alain Fotso, et on continuera de suivre ce qui se négocie, au-delà des sommets, là où se décide la puissance.